Alors, Parfait. bonjour tout le monde à la salle, bonjour tout le monde en ligne. Bienvenue à à ce webinaire autour de outiller les décideurs pour une action climatique qui favorise la santé et l'équité. Euh, je m'appelle Caroline. Ça me fait plaisir ce matin d'accueillir David Demers-Bouffard et Marie-Hélène Sonnet pour cette conférence, ce webinaire. Juste pour les bonnes pratiques, donc pour les personnes en ligne, merci de garder votre micro à muet. Et puis, n'hésitez pas non plus à rentrer vos questions et commentaires dans la zone d'échange là, dans le chat. On prendra les questions vers la fin. Euh, donc, euh, Puis juste aussi pour mentionner qu'il y aura un deuxième webinaire qui suivra à 11 heures, mais qui sera via un autre lien, puis où les conférenciers seront avec nous dans la salle. Donc, on fera ce transfert-là par la suite. Mais donc, pour ce matin, je vais présenter brièvement les deux conférenciers. Je vais les laisser présenter. On prendra une période de questions et d'échanges à la fin. Marie-Hélène Sonnet, elle travaille depuis 2020 sur les politiques publiques et les inégalités sociales en santé. Elle a mené notamment des évaluations d'impact santé sur plusieurs projets gouvernementaux. Elle a été chargée de l'appui au bureau de coordination et de soutien de la politique gouvernementale de prévention en santé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a récemment contribué aux travaux d'élaboration du Programme national de santé publique qui s'échelonne de 2025 à 2035. Et au fil des ans, elle a soutenu les travaux de diverses équipes là, portant sur notamment des conditions d'hébergement et d'emploi pour les travailleurs étrangers temporaires, la gentrification verte, l'alimentation durable et ainsi de suite. Elle est l'auteur principal du document pour une transition juste, tenir compte des inégalités sociales de santé dans l'action climatique, donc bien placé pour parler du sujet de ce matin. Et David, pour sa part, travaille à l'Institut national de santé publique du Québec depuis 2018 sur les changements climatiques, l'aménagement du territoire et les politiques publiques. Il se spécialise dans les outils d'aide à la décision comme évaluation de l'impact sur la santé. Il a réalisé plusieurs revues de littérature concernant les effets de la santé sur les risques climatiques, leur distribution dans la population et les solutions pour y faire face. Il s'est penché sur les freins et leviers pour l'action climatique. Il a été notamment chargé de projets pour le VRAC Parc, que plusieurs d'entre vous connaissez probablement, entre 2019 et 2023, où il a soutenu les directions régionales de santé publique dans la réalisation de leur appréciation de risques climatiques et les plans d'adaptation. Il travaille maintenant à l'intersection entre la science et les politiques sur différents sujets traités à l'INSPQ, comme les questions de transformation numérique, préparation aux urgences ou lutte contre les changements climatiques. Et David a d'ailleurs participé à la production d'une synthèse des connaissances sur laquelle avait travaillé Ouranos plusieurs années maintenant, mais sur la question de santé et changement climatique. Donc, sur ce, je vous laisse, Marie-Hélène et David, prendre le relais pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette belle invitation. Ça nous fait très plaisir d'être là pour vous présenter notre projet de collection de notes de politique. Donc, rapidement, quelques objectifs de la présentation. Donc, vous faire découvrir cette collection de notes là sur les changements climatiques, la santé et l'équité. Revenir sur les besoins des décisionnaires en matière d'action climatique. Je vous présenterai les résultats d'une analyse de besoins qu'on a menée en amont de la rédaction des notes. Et enfin, discuter du format, des avantages de la note de politique pour le transfert de connaissances auprès des décideurs. Quelques mots d'abord sur l'Institut national de santé publique du Québec, qui est le centre de référence et d'expertise en matière de santé publique au Québec. Sa mission consiste au développement, mise à jour, diffusion des connaissances, mais aussi à informer le ministre de la Santé des impacts des politiques
publique sur la santé et le bien-être de la population du Québec. On a aussi comme mission d'informer la population sur son état de santé et de bien-être. Vous mentionnez rapidement, vous êtes peut-être au courant là, que il y a des changements législatifs qui ont lieu via la loi visant à réduire la bureaucratie, accroître l'efficacité de l'État et renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Donc, le projet de loi 7 de la ministre Duranceau, qui a formé un nouvel institut, l'Institut national d'excellence en santé, services sociaux, santé publique du Québec, qui devrait donc être créé et fonctionnel au 1er avril 2027. Puis évidemment, ben, le projet de la collection de notes de politique, ça s'inscrit dans la mission de soutien à la décision là, de l'Institut. Quelques mots sur notre programme scientifique. Vous voyez 7 tendances avec lesquelles on doit composer, ce qui est la première rangée. Deuxième rangée, c'est nos 4 champs d'action ou groupes dans lesquels s'inscrivent nos actions. En dessous, c'est les 15 thématiques sur lesquelles on est appelé à travailler. Ça appelle donc là, une vaste gamme d'expertise qui dialoguent puis qui permettent une perspective 360, une lecture pluridisciplinaire des problématiques. Et on s'inscrit dans les 4 fonctions là, de santé publique que sont la surveillance, la prévention, la promotion et la protection. Pour en venir plus spécifiquement sur le projet, donc et sa gouvernance, c'est un projet qui est financé via le volet santé du plan pour une économie verte. Notre objectif principal ou parapluie, c'est d'améliorer la collaboration intersectorielle dans l'action climatique. Évidemment, de notre perspective, il est pertinent d'insérer des considérations de santé et d'équité dans l'action climatique, que soit-elle gouvernementale ou municipale. Puis les livrables attendus là, pour prétendre être une collection, c'est donc la publication d'une dizaine de notes de politique entre 2025 et 2028. En matière de gouvernance, on souhaitait pas travailler isolé dans notre bureau, donc un comité directeur participe aux diverses étapes de la production des notes. Vous reconnaîtrez là, certainement Ouranos, c'est d'ailleurs Caroline qui siège, on la remercie. On travaille aussi avec une représentante là, du comité consultatif sur les changements climatiques. 4 ministères sont associés au comité directeur, donc les affaires municipales, le transport, l'environnement, bien entendu la santé. On a aussi un acteur municipal de l'Association des aménagistes régionaux du Québec. On est très heureux d'avoir inclus 2 citoyennes partenaires au projet qui ont la difficile tâche de nous faire sortir de notre langage super hermétique et de nous amener à une perspective plus vulgarisée souvent des différents travaux. On s'est adjointe aussi une représentante de l'UQAR pour la perspective régionale recherche. Et enfin, il y a aussi un représentant de l'Institut. Donc voilà pour la gouvernance du projet. Le comité directeur nous aide à prioriser les thématiques, on y reviendra, relie évidemment et commente les notes, puis souligne les risques, les opportunités potentielles associées à chacun des missions des organismes représentés, puis peut aussi soutenir la diffusion de nos travaux. Afin de définir les thématiques, les différents publics cibles des notes, ce sur quoi nous allions travailler, on trouvait important de mener une analyse des besoins pour favoriser une réponse à des besoins réels identifiés par des décideurs. On a donc on a mené des entretiens semi-dirigés. On a mené 28 entretiens auprès de 19 organisations, donc 9 ministères qui vont des affaires municipales aux finances, à la sécurité publique, désormais sécurité intérieure, à l'économie. On a aussi rencontré 4 organismes
publiques, pardon, dont Hydro-Québec, Recyc Québec, la Régie du bâtiment. Puis on trouvait important d'élargir nos perspectives là, en consultant notamment deux associations qui représentaient une perspective plus autochtone, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec pour la perspective municipale, puis enfin le Comité consultatif sur le changement climatique et Ouranos pour la perspective universitaire, recherche scientifique. Donc, on avait 7 catégories d'informations sur lesquelles on interrogeait les différents participants. Vous nommez, j'ai un peu oublié, mais que les personnes qu'on a interrogées, c'était des cadres, donc soit des sous-ministres ou des directeurs là, au sein des différentes organisations. Je vais revenir au cours des prochaines diapos sur le niveau d'intégration de la santé et de l'équité dans les différentes activités, les enjeux climatiques prioritaires identifiés par les répondants, les acteurs à sensibiliser ou avec qui ils souhaitaient collaborer davantage, les meilleures pratiques en transfert de connaissances et enfin les freins et leviers à l'action climatique. Donc, au niveau des grands enjeux d'intérêt, je vous amène sur les 5 premiers là, qui ont tous récolté plus de 50% des votes. Donc, l'aménagement du territoire et le transport est sorti comme une thématique prioritaire. La communication, participation avec les populations, l'environnement, soit la qualité de l'eau, de l'air, des sols, les populations à risque, les notions d'équité. Et enfin, l'alimentation et l'agriculture. Vous mentionnez qu'il y avait bien d'autres thématiques qui sont sorties aussi, mais avec des pourcentages moindres. Et souvent, c'est pas que les thématiques étaient intéressantes, là. Tous les sujets étaient d'intérêt, mais évidemment, il fallait trouver des critères pour définir ce sur quoi on allait travailler en priorité. On a ensuite posé la question à savoir quels acteurs seraient à sensibiliser davantage ou avec qui vous aimeriez collaborer davantage. Donc, les ministères et organismes provinciaux hors du milieu de la santé remportaient haut la main la palme avec 8 personnes qui ont parlé du ministère de l'Environnement, 5 personnes ont mentionné les affaires municipales, 3 le MAPAC et 3 le ministère de l'Économie. Mais les acteurs municipaux, le secteur privé étaient aussi d'intérêt là, pour les personnes qu'on a interrogées, à savoir que ben, la collaboration pourrait être améliorée. Vous mentionnez que quelques participants considéraient qu'ils collaboraient déjà avec l'ensemble des acteurs pertinents, c'est-à-dire que tout le monde était autour de la table et que les choses se passaient bien. Sur la prise en compte de la santé, de l'équité, on s'est rendu compte au travers des entretiens qu'il y avait un intérêt, mais que cette prise en compte était partielle. Par exemple, les gens reconnaissaient les effets différenciés et disproportionnés des changements climatiques et de l'action climatique sur certaines populations. Cependant, ben, dans leur mission, la santé restait un objectif secondaire ou indirect. C'est bien si on peut susciter des co-bénéfices, mais c'est pas le cœur de la mission. Ce qu'on comprend évidemment, c'est assez naturel. C'est une préoccupation, la santé et l'équité, des préoccupations qui sont de plus en plus discutées, mais pas toujours bien compris. On n'a pas toujours la même définition, on n'a pas toujours la même vision. Et ben, sans vocabulaire commun, c'est parfois difficile là, de s'entendre sur des mesures ou des objectifs en matière de santé et d'équité. Et enfin, les participants aux entretiens ont mentionné des collaborations embryonnaires avec la santé publique, généralement positives, mais encore peu explorées. Là. Disons que c'est pas rentré systématiquement dans les pratiques. On les a ensuite questionnés sur les freins et leviers
en matière, les freins et leviers à considérer la santé dans l'action climatique. En voici quelques exemples. Dans l'analyse de besoins, vous en trouverez bien d'autres là, qui ont été identifiés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cinq catégories. Là, il y en a deux ici, collaboration, connaissances et données. Je vous en montrerai trois sur la prochaine diapo. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les freins et leviers se répondent. Par exemple, en matière de collaboration, dans les freins, on avait le nombre important d'acteurs avec qui collaborer, mais dans les leviers, on nous a parlé de gouvernance intersectorielle. On nous a aussi parlé de subsidiarité, c'est-à-dire que la question soit prise en charge par l'autorité ou le mandataire qui est au plus près des populations ou de la problématique. Dans les connaissances et données, on parle dans les freins d'un faible niveau d'information et dans les leviers de co-construction des connaissances. On parle aussi en matière de levier là, de surveillance des effets environnementaux et sanitaires pour être capable d'anticiper les situations et de s'y préparer. Les trois autres catégories de facteurs, c'était le contexte socio-économique, évidemment, la gouvernance de l'action climatique et enfin les ressources financières et économiques. Évidemment, on s'inscrit dans l'air du temps. Si je vous ramène au contexte socio-économique, la méfiance de la population envers le secteur public était mentionnée comme un frein important. Par contre, la sensibilisation croissante des populations et des autorités due à l'ampleur des événements météorologiques extrêmes fait partie des leviers, tout comme les pressions citoyennes. Peut-être vous mentionnez aussi en matière de ressources financières et économiques, l'insuffisance du financement, le manque de capacité des ressources humaines sont revenus à plusieurs reprises dans les freins. Mais on voit aussi qu'il y a un intérêt croissant là, pour les mesures écofiscales et a été souligné là, la diversité des expertises comme un levier qui pouvait faciliter l'action climatique et la prise en compte de la santé et de l'équité dans cette action. Et enfin, on a aussi voulu savoir là, ce qui faisait que les décisionnaires pouvaient s'approprier des connaissances, allaient lire, consulter et mettre à profit là, les documents que nous produisions. Donc, évidemment, des choses peu surprenantes, là, comme l'adaptation au contexte, aux objectifs du public cible, le moment propice, parce que si on arrive après le projet de loi ou après le projet de règlement ou une fois que les choses sont mises en place, on passe à côté du momentum. Mais peut-être revenir aussi sur un cadrage positif, donc pas de défaitisme, pas d'alarmisme, mais on nous a fait remarquer que le cadrage économique sanitaire, donc les arguments en dollars ou les effets sur la santé là, pouvaient s'avérer convaincants. On parle aussi beaucoup de solutions faisables et adaptées, donc plus dans l'incrémentalisme, la théorie des petits pas de transformation rapide, y aller doucement. Et évidemment, dans cette catégorie venait aussi l'acceptabilité sociale. Puis enfin, peut-être le ton incitatif et affirmatif, donc sans donner l'impression de décharger sa responsabilité ou d'imposer sa vision, y arriver en nuance, en prenant en compte là, les réalités des publics cibles pour euh, auxquels sont destinées les notes de politique. Donc voilà pour les enseignements de l'analyse de besoins. C'est donc fort de ce riche bagage que on a commencé à écrire la collection. Et c'est là-dessus que je passe la parole à David. Oui, merci Marilyn. Donc, tout ça pour le sujet là, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc, les notes de politique. Peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qu'est une note de politique, là.
En fait, somme toute, là, c'est un document généralement qui se veut un peu plus stratégique, c'est un style plus exécutif, donc c'est un peu plus accessible généralement que les publications scientifiques habituelles, par exemple celles qu'on a à NSPQ. C'est un document qui se destine généralement à des décisionnaires ou un public cible particulier, donc on adapte le contenu, partiellement présenter un enjeu d'intérêt puis présenter des options qui sont utiles et faisables, disons, pour le public cible. Aussi, c'est un document qui est généralement un petit peu plus court. On parle de 2, 3 à peut-être un maximum de 8 pages. Puis généralement, tu sais, dans ce genre de document-là, on parle pas beaucoup de méthodologie, là. Donc, généralement, c'est quelque chose, on y va plus directement, disons. Puis pourquoi est-ce qu'on a choisi ce format-là? Peut-être il y a certaines revues de littérature qui ont testé l'efficacité de ce format, puis il semble que les décisionnaires apprécient davantage ce format-là qu'un d'autre, par exemple un rapport un peu plus traditionnel. Quand même quelques preuves que ça semblait du moins informer des décisions, parfois même peut-être infuser de nouvelles croyances, bien que ça dépend de de croyances de base, là, disons, là, du décideur. Donc, il y a certaines incertitudes quant à l'efficacité, mais ça restait prometteur, puis dans tous les cas, ça répondait à plusieurs bonnes pratiques en transfert de connaissances, dont celles qu'on avait identifiées là, dans l'analyse de besoin. Même si c'est un document court et quand même relativement succinct, il y a quand même, ça n'empêche pas d'avoir un processus tout de même assez élaboré en amont pour s'assurer que ça réponde à des besoins concrets. Vous pouvez voir un peu le processus global ici. Donc, on commence avec une priorisation des grandes composantes, dont les thématiques puis public cible en particulier. Donc, Marie-Hélène a montré l'analyse de besoins, où ce qu'on voyait certaines grandes thématiques puis certains grands publics cibles, mais pour les besoins de la note, il y a quand même besoin de circonscrire davantage, donc dans juste un format un petit peu plus court pour éviter de se perdre. Donc, jamais on fait un deuxième tour de priorisation avec notre comité directeur. De notre côté, on va aussi évaluer les opportunités. Par exemple, cette année, il y a une élection. Est-ce qu'il peut y avoir des mises à jour de politique? Est-ce qu'il y a certains événements où est-ce qu'on pourrait peut-être présenter nos notes de politique? Donc, c'est des choses aussi qu'on considère là en parallèle, là. Sinon, aussi, pour chaque note, il y a également un processus de priorisation du contenu avec des entretiens, avec une revue rapide de littérature, puis ce qui mène à rédiger un plan qui est révisé par le comité directeur et une révision préliminaire pardon, une version préliminaire de la note qui subit plusieurs types de révisions. Il y a des révisions plus linguistiques, donc pour s'assurer que ce soit accessible et bien vulgarisé. Une révision un peu plus stratégique par le comité directeur pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction puis qu'on s'adapte au contexte, disons, politique. Puis bien entendu, une révision scientifique pour assurer la rigueur quand même, là, puis et les attitudes là, du contenu. Finalement, à la fin, eh bien, tu sais, c'est pas suffisant d'écrire des notes de politique pour les valoriser, pour s'assurer que euh, bref, que le public cible là, en fait, y a accès. Genre, on essaye de les impliquer en amont, mais bon, on essaye aussi d'avoir cet exercice-là là, en aval. Peut-être rapidement, là, on parlait réalise une priorisation avec notre comité directeur. Ce qu'on fait, c'est on fait une analyse multicritère sur différentes thématiques qui sont ressorties dans l'analyse de besoins. Donc, généralement, on en donne 16. Et après ça, on a identifié 4 critères sur lesquels le comité directeur doit se prononcer pour chacune des thématiques. Donc, est-ce que la thématique en question a une portée? Donc, est-ce qu'on pense que ça a une grande importance pour la santé, l'équité et la lutte contre les changements climatiques? Est-ce qu'il y a une opportunité également aussi? Est-ce qu'il y a il y a une chance, par exemple, qu'on puisse influencer un public cible potentiel? Est-ce qu'on s'inscrit en complémentarité? Donc, est-ce que faire une note avec un ordre de santé publique a une valeur ajoutée ou il y a déjà du contenu existant sur le sujet? Puis finalement, il y a la résolubilité, donc notre capacité à proposer des solutions pour le public cible en question. Et tout ça, en vérité, fait en sorte qu'on priorise les 3 thématiques qui reviennent avec les plus hauts scores, en fait. Donc, on a déjà réalisé 2 de ces priorisations annuelles-là, donc une pour 2025, une pour 2026, puis il y en aura une autre là, en 2027. Donc, lorsqu'on a déjà identifié une grande thématique puis un grand public cible, il y a quand même un travail supplémentaire quand même à faire pour circonscrire davantage le contenu là, de la note.
On réalise des entretiens de cadrage, donc 6 à 10, tout dépendant de la note. Donc, on consulte nos experts en interne pour les aspects peut-être plus santé publique, un peu équité. Aussi des experts externes, donc souvent des acteurs du milieu universitaire, mais qui pourraient provenir également de d'autres milieux, comme le milieu peut-être communautaire. Et les publics cibles potentiels. Donc, si on pense par exemple, c'est plus à l'échelle provinciale, on peut viser deux, trois ministères pour avoir leur avis là, sur la question, pour s'assurer, bref, de répondre à leurs besoins. En parallèle, on réalise une revue rapide de la littérature. En même temps, on réalise davantage une revue parapluie qui appelle donc une revue de littérature pour la littérature scientifique. On regarde également la littérature grise de certaines organisations fortes sur le sujet qui aura été priorisé. On essaie aussi de trouver certaines études de cas, parce que c'est une bonne pratique généralement là, d'exemplifier là, les grands constats, là, particulièrement dans un contexte québécois. Après ça, il y a certains critères d'arbitrage, là, donc on assemble ces informations-là, puis on regarde ben, c'est quoi l'effet potentiel sur la santé, l'équité, sur la climatique, mais aussi la faisabilité et la pertinence des différentes interventions qui sont sorties là, pour le public cible qui a été identifié. Bien entendu, étant donné que c'est un format court, mais il faut limiter le nombre d'options. Donc, généralement, on se limite souvent là, à peu près trois grandes interventions à proposer, là. Donc, pour le suivi des livrables, on a déjà publié quand même trois notes et en plus de l'analyse de besoins. Donc, les trois premières notes, peut-être une qui est peut-être plus en lien avec comment mieux intégrer l'équité dans l'action climatique, donc qui présente un peu les fondements, là, disons, de la note, fait, des notes de politique. La deuxième note, davantage en lien avec la planification territoriale, donc qui a été publiée là, en décembre dernier. En avril, on a publié deux notes en vérité sur la biodiversité, toujours avec les changements climatiques, la santé là, et l'équité. C'était deux notes, en fait, une qui se destine au gouvernement du Québec, donc plus à l'échelle provinciale, et une qui se destine aux acteurs municipaux, donc plus à l'échelle régionale ou locale. On a également terminé de rédiger une note concernant le logement. Elle devrait paraître en juin 2026, donc d'environ un mois. On a testé un nouveau format pour cette note-là. On s'était fait dire que c'était intéressant d'avoir des grandes interventions et que ça pourrait être utile d'aller un peu plus en détail, peut-être pour certaines. Donc, cette note-là est accompagnée de trois fiches d'intervention sur peut-être les trois interventions qui se retrouvent dans la note principale, qui était la densification, fait, la construction de logements résilients au changement climatique, et également l'activité sociale, donc transformation là, du milieu bâti, là. Donc ça, c'était les notes pour 2025, 2026. Pour 2026-2027, fait, ce qu'on a priorisé avec le comité directeur, c'est la mobilité durable. Donc, on est en train de, en fait, on a terminé le plan, pour on va commencer bientôt la rédaction. Il y a une note sur le vieillissement qui est prévue et une note sur la communication équitable, par exemple, comment mieux rejoindre les populations vulnérables lors d'urgence. Mais ça, le cadrage reste à voir là, pour établir l'angle de cette note-là. Pour les notes 8, 9 et 10, comme je disais tantôt, il y aura un exercice de priorisation qui sera fait là, en janvier là, 2027. Autrement, là, tu sais, bon, bien entendu, comme je disais, pour réaliser des activités de valorisation, pour tâcher d'utiliser l'information puis de tâcher de rejoindre notre public cible. Ici, on s'est beaucoup concentré sur les acteurs plus municipaux, étant donné que la deuxième note et une des deux notes sur la biodiversité, en fait, se destinait à ce public-là. Donc, par exemple, on est allé présenter à la FQM, on a présenté à l'Ordre des urbanistes du Québec, on a présenté au caucus écologique municipal. On essaie d'élargir également aussi, là, comme pour le webinaire d'aujourd'hui, là, par exemple. Peut-être on va vous présenter peut-être un résumé des notes, là, si vous ne les avez pas déjà consultées, ça vous donnera un avant-goût. En réalité, les questions, on peut y retrouver. Pour la première note, qui était plus en équité d'action climatique, l'objectif, c'était vraiment plus d'établir les bases. Donc, on n'a pas nécessairement un public type particulier, c'était plus une note introductive à laquelle on pouvait référer, par exemple, pour la démission d'équité, par exemple, ou les effets plus généraux. Mais le message, c'est oui, tu sais, les changements climatiques affectent la santé de tous, là, par exemple, sur les études qui ont évalué les effets des vagues de chaleur sur la santé. On sait que dans les 20 et 30 dernières années, ça cause en moyenne peut-être 500 décès par année, puis plus de 36
36 000 visites à l'urgence. Il y avait des effets sur la santé mentale, par exemple, les inondations en 2019. On s'apercevait que les personnes qui avaient été inondées avaient 4 à 5 fois plus de problèmes de santé mentale en comparaison aux personnes dont la résidence avait été épargnée, là. Ça, on pourrait aussi aller aux maladies infectieuses. La maladie de Lyme, on voit une croissance considérable depuis plus d'une décennie. En fait, en 2014, on avait à peu près 66 cas qui étaient déclarés. Puis à peu près là, une décennie plus tard, on était plus près là, de. En fait, on était au-dessus de 600 cas, là, puis on prévoit en vérité qu'il y aura une augmentation de 2 à 15 fois d'ici à 2050, là. Donc, c'est un peu des exemples qu'on donne. Donc, oui, le changement climatique affecte la santé de tout le monde, mais on sait que ça les affecte pas nécessairement de la même façon. Donc, c'est ici qu'on intègre l'aspect d'équité. Bon, c'est peut-être cette image relativement célèbre, la différence entre l'égalité et l'équité. Parfois, il y a une confusion entre les deux, puis on l'a vu durant nos entretiens, qu'effectivement, parfois, c'était pas clair comment différencier les deux. En vérité, l'équité, c'est un peu de reconnaître que les groupes de population ne partent pas sur le même pied d'égalité. Donc, il y a peut-être plus en vérité de corriger les facteurs qui entraînent là, ces inégalités, donc d'adapter en vérité les mesures pour régler ces facteurs-là. Par exemple, les personnes qui sont touchées, on pourrait citer les personnes à faible revenu, les personnes aînées, par exemple, surtout celles qui ont de multiples maladies chroniques, mais aussi populations autochtones, celles dans le Nord qui font face à des aléas particuliers, ou même celles en milieu urbain, où on voit qu'il y a un taux d'itinérance le plus élevé là, dans ces populations-là, par exemple. Donc, on arrive avec quelques constats généraux et quelques solutions. C'est vraiment plus, en vérité, ce qu'on dit, c'est parfois c'est mieux d'agir en amont, donc d'essayer de prévenir un peu ces effets-là. Puis si on ne tient pas compte des aspects d'équité, on risque de creuser les écarts. On propose, par exemple, d'avoir des analyses différenciées sur les populations ou les territoires, d'assurer la participation des communautés. Ça permet jusqu'à aller de se doter de principes éthiques comme l'intégration de l'équité intergénérationnelle. Donc, vérité, le but, c'est d'intégrer l'équité un peu plus en amont de l'élaboration des politiques, puis de se concentrer sur des politiques qui s'intéressent aux facteurs d'avantage collectif. Parce qu'on voit dans la littérature, généralement, que ce sont des politiques qui ont le plus d'effets. Par exemple, ça peut être en lien avec la protection de l'environnement, en lien avec l'amélioration des conditions socio-économiques, comme le revenu, le logement. Donc, tout ça fait partie des facteurs un petit peu plus à grande échelle. Comme dire, dans la note, il y a un peu plus de détails, même si c'est vraiment pour présenter là, des grandes lignes. Pour la deuxième note, bon, on est un petit peu plus près du terrain. Comme je disais plutôt, c'est une note qui se destine aux acteurs municipaux, plus particulièrement là, au MRC, donc Municipalité régionale de comté. En fait, pourquoi est-ce que la planification territoriale a été priorisée? En fait, il semblait y avoir une opportunité. Il y a les OGAT, donc les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire, qui sont en vigueur et qui exigent en réalité que les acteurs municipaux révisent leurs documents de planification, comme le schéma d'aménagement et de développement ou les plans métropolitains d'aménagement là, et de développement. Donc, on voyait une bonne opportunité de s'insérer dans ce débat-là. Parce qu'on sait que l'aménagement du territoire, c'est une grande action de santé publique. Certaines études qui semblent indiquer que si on avait un aménagement optimal du territoire, on peut réduire jusqu'à un décès prématuré sur 5. En vérité, certaines études semblent indiquer que l'aménagement du territoire fait un impact similaire là, à celui du système de soins. Donc, c'est pas nécessairement intuitif. Donc, pour la majorité des gens, si on pense santé, on pense au système de soins, mais tout l'aménagement du territoire a également une grande importance. Les organismes municipaux bien entendu une responsabilité principale sur l'aménagement du territoire, que ce soit par exemple dans la densification, de la mixité, en fait, de l'accès aux services, de la protection de la nature là, ou des espaces agricoles, là, par exemple. Donc, ce qu'on propose, en fait, on propose trois grandes actions dans cette note-là. Un, c'est de tenter de conjuguer les démarches municipales et de santé publique. En fait, pourquoi? Fait, du côté là, de la santé publique, il y a une démarche en cours, donc il y a le BRACPAC, donc où les directions de santé publique réalisent des appréciations des risques climatiques et également des plans d'adaptation d'un point de vue de santé publique. Et du côté des municipalités, ben, ils doivent réaliser là, des plans climat, donc qui incluent l'aspect adaptation et également là, atténuation des gaz à effet de serre. Donc, on voyait quand même un avantage pour éviter les doublements d'efforts que ces cette démarche-là s'arrime.
Également, les directions de santé publique réalisent des évaluations d'impact sur la santé, en aménagement du territoire, entre autres sur des documents de planification, donc des informations qui peuvent être utilisées après ça pour réviser ces documents-là. On pense aussi qu'un meilleur arrimage pourrait faire en sorte de mieux répondre aux objectifs des OGAT qui concernent les changements climatiques, mais aussi d'avoir des milieux de vie de qualité, donc d'avoir une meilleure une mobilité plus durable, donc il y a plus, par exemple, de déplacements actifs, mais aussi peut-être de la réduction de certains risques d'origine naturelle, comme les îlots de chaleur urbains, par exemple. Puis aussi, la santé peut être une bonne façon pour une municipalité peut-être de renforcer la stabilité sociale, entre autres en ce qui concerne peut-être certains projets de transition climatique. On peut penser aux éoliennes, peut-être à certaines mines qui peuvent avoir des effets quand même sur les résidents autour, donc qui peuvent susciter des inquiétudes. Donc, la santé publique peut évaluer ces effets-là pour avoir peut-être une discussion là, une meilleure discussion disons, sur le sujet. Les OGAT obligent également d'intégrer des indicateurs et des cibles dans les documents de planification territoriale. Donc, il y a des indicateurs obligatoires, puis il y a des indicateurs à la discrétion des acteurs municipaux. Les acteurs municipaux sont assistés par 5 observatoires de l'aménagement et du développement durable des territoires. Si je t'en propose en vérité, c'est d'avoir des indicateurs et des cibles qui sont appuyés par la littérature scientifique pour favoriser, disons, la santé, l'équité et le climat. Et ce sont vraiment des exemples, là, bien entendu, ces indicateurs-là devront être adaptés, là, disons, selon le contexte. Pour ça, encore, qui ont différencié ici entre les milieux plus urbains et les milieux un peu plus ruraux. Ici, on a ben, tout ce qui est accès à la nature, donc s'assurer d'avoir un certain pourcentage de l'espace urbain qui soit consacré aux espaces verts, de diminuer les distances entre les résidences et les options de transport collectif, d'assurer une certaine mixité des usages, donc de ne pas juste avoir des quartiers résidentiels ou d'avoir, par exemple, une certaine densité, un certain nombre de personnes, par exemple, 1 mètre carré. Ici, par exemple, le seuil de 7500 personnes kilomètre carré fait provient d'une étude de l'ANSET qui indiquait qu'à ce niveau-là, on avait un optimum, disons, là, pour l'activité physique pratiquée sans nécessairement avoir des désavantages liés à la densité. Puis c'est un niveau de densité qu'on retrouve non seulement dans les grandes villes comme Montréal et Québec, mais aussi dans certaines villes moyennes, là, surtout dans les centres-villes, par exemple, de Drummondville, de Rimouski. Et finalement, ce qu'on propose, ben, pour des questions d'équité, c'est de cibler les territoires les plus à risque en premier lieu. Oui, bien sûr, il y a une question d'équité, donc de mettre en fait, les efforts là où ce qui pourrait avoir le plus d'impact, donc ben, auprès des personnes qui sont les plus affectées. Donc, ce qui peut être avantageux dans un contexte de ressources limitées. On sait qu'il y a déjà des informations et des données déjà disponibles sur le sujet. On a nommé l'exemple du VRAC tantôt qui en fait, réalise des appréciations des risques, donc qui tient en compte, entre autres, la vulnérabilité de la population. Puis actuellement, ce qu'on s'aperçoit parfois dans les plans climat, les municipalités peuvent pencher pour davantage évaluer les risques par rapport à leurs opérations, par rapport à leurs infrastructures. Ici, c'est peut-être de ramener l'aspect un petit peu plus ben, populationnel, disons, là, euh, dans, dans les documents de planification territoriale. Toutefois, il y a quand même un avertissement pour faire attention aux effets indésirables lorsqu'on vit ces territoires-là. On peut penser aux mesures d'avertissement, par exemple, qui peuvent entraîner un phénomène d'embourgeoisement, donc peuvent hausser les valeurs foncières, peut-être entraîner certains déplacements, donc il faut penser peut-être à des mesures compensatoires là, en amont également. Peut-être finalement, là, on va présenter la note sur la biodiversité. Là. Malheureusement, on ne peut pas vous présenter les résultats pour la note sur le logement étant donné que elles ne sont pas publiées. Mais dans le cas de la biodiversité, comme on disait, on avait publié deux, une pour le milieu municipal et une pour le milieu provincial, qui sont vous présenter plus ce qui concernait le milieu peut-être, à l'échelle provinciale. Pourquoi est-ce que la biodiversité a été priorisée? Ça semblait à nous et au comité directeur comme sujet qui était peut-être sous-estimé. Donc, en avoir une plus grande valeur ajoutée a été de traiter des intersections de, oui, de biodiversité avec les champs climatiques, la santé et l'équité, quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement beaucoup dans la littérature du Québec ou plus même largement là, dans la littérature scientifique. Euh, Également, lorsque je regarde les palmarès des risques mondiaux, que ce soit pour la santé ou pour l'économie, par exemple, le Forum économique mondial, il y a Horizon Politique Canada qui font aussi des scénarios prospectifs. Puis souvent, les changements climatiques, la perturbation des écosystèmes dans le terme de biodiversité sont souvent au sommet de ces palmarès-là pour les 10 prochaines années et parfois plus.
On voit aussi qu'au Québec, en fait, on voit que la littérature génère plusieurs dizaines de milliards de dollars en services écosystémiques, donc qui peut inclure, par exemple, la réduction des risques d'inondation, le stockage de carbone. On sait aussi que les changements climatiques et la perte de biodiversité ont tendance à s'alimenter mutuellement. Par exemple, les sécheresses peuvent faire en sorte peut-être de réduire certains milieux humides. Donc, on sait que les milieux humides, c'est des milieux forts à fort teneur, disons, de biodiversité. Donc, ça peut diminuer la biodiversité, puis davantage libérer, par exemple, de carbone dans l'air et donc renforcer les changements climatiques. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y ait un cercle vicieux, disons, entre les deux phénomènes. Concernant les effets, de l'intersection des changements climatiques, la biodiversité sur la santé et l'équité, bon, on sait très bien, jamais que les personnes, surtout en milieu urbain, qui ont moins accès à la nature, donc à des milieux, à des espaces de biodiversité, ont tendance à avoir une moins bonne santé mentale, ou aussi tendance à être plus exposés aux effets de la chaleur, a tendance à être plus exposés aux polluants de l'air. On sait aussi que les enfants qui habitent des milieux avec moins de biodiversité ont tendance à plus développer des allergies, de l'asthme ou des troubles inflammatoires, là. Donc, ça a quand même des effets importants en milieu urbain. Il y a aussi certains liens avec les maladies infectieuses ou les zoonoses, donc les maladies qui se transmettent des animaux ou des insectes là, vers les humains. Pour les changements climatiques, ben, pour la maladie de Lyme, par exemple, c'est l'exemple le plus classique. Ça favorise l'expansion de la tique qui est porteuse de la maladie de Lyme. Toutefois, l'effet de la perte de biodiversité est encore méconnu au Québec, là. Donc sur les maladies infectieuses, il y a un point d'interrogation quand même là, par rapport à ça. Mais tout de même, avec les changements climatiques, la perte de biodiversité, on sait par contre que ça peut favoriser l'expansion de certaines espèces envahissantes. Donc, il peut avoir un effet, par exemple, sur la productivité agricole ou même des aspects peut-être esthétiques, donc sur le paysage. Donc, qui peut affecter, par exemple, les milieux qui sont plus dépendants peut-être des activités agricoles ou des activités touristiques, là, par exemple. Ce qu'on propose comme solution générale était dans la note là, qui se destine au palier là, gouvernemental. C'est davantage adopter une approche, une seule santé. Donc, après une approche une seule santé, c'est de considérer l'ensemble des interrelations de la santé, oui, des écosystèmes, des animaux aussi et des humains. Donc, c'est pas de seulement considérer les suspects usuels, donc qui serait ici le ministère de la Santé et le MAPAC ou le ministère de l'Environnement, mais aussi d'autres acteurs qui peuvent avoir un effet sur ces santé-là, ce qui pourrait inclure, par exemple, le ministère de l'Économie, le ministère du Tourisme ou le ministère de l'Éducation, là. Dans réalité, les grands pans de l'approche d'une seule santé, là, vous les voyez ici à l'écran, par exemple, d'avoir une gouvernance un petit peu plus collaborative. Donc, ça se fait déjà dans une certaine mesure. Mais on pense que ça pourrait être, par exemple, renforcé pour mieux viser peut-être certains milieux, par exemple, peut-être collaborer avec le ministère du Tourisme, le ministère des Ressources naturelles pour déterminer les lieux où la protection de la biodiversité, et l'adaptation au changement climatique pourrait favoriser la santé du personnel agricole, forestier ou touristique. Il y a déjà eu un exemple, tu sais, on est un peu en ce sens-là, par exemple le programme Oasis du ministère de l'Environnement, en fait, qui visait à subventionner, disons, des interventions de verdissement, avait intégré des indicateurs de vulnérabilité, par exemple, qui avaient été développés par la santé publique pour justement essayer de viser des milieux qui pourraient profiter davantage là, de telles interventions-là. Donc, ça, c'en est un exemple. Sinon, il y a la recherche, pardon, et le développement des connaissances. On le dit plutôt voyons, à la diapositive précédente, là, que peut-être qu'il y avait certaines incertitudes, par exemple, sur les effets de la biodiversité combinés au changement climatique sur les zoonoses, donc les maladies infectieuses transmissibles des animaux vers l'homme. Donc, peut-être lieu de subventionner davantage peut-être des projets de recherche en ce sens-là. Donc, le ministère de l'Économie, par exemple, pourrait avoir un levier à ce niveau-là. Ou ça pourrait inclure, par exemple, aussi d'avoir une meilleure cartographie des unités d'accès à la nature, d'avoir peut-être un calculateur de l'empreinte carbone et des impacts sur la biodiversité des entreprises, ou d'avoir une meilleure idée des effets de la perte de biodiversité sur la santé des travailleurs extérieurs, par exemple. Pour la sensibilisation, il y a déjà des efforts qui se font, par exemple, pour la prévention de la maladie de l'homme en milieu de travail. On pense peut-être qu'il y aurait des stratégies de communication qui pourraient être élargies.
pour réduire les inégalités d'accès à l'information, entre autres, ils font une collaboration avec peut-être le MAPAC, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation, mais le ministère de la Famille, pour soutenir peut-être la diffusion d'informations sur les gestes qu'il faudrait, par exemple, pour diminuer les risques associés aux vagues de chaleur, par exemple en milieu scolaire ou en milieu de garderie, par exemple. Sinon, peut-être en dernier lieu, le suivi et l'évaluation des actions. Ici, un point qu'on soulève, là, c'est que présentement, la plupart des aires protégées ont des statuts de protection temporaire, donc qui fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de plan ou fait, d'exigence d'avoir un plan des objectifs de conservation, donc ce qui peut rendre plus difficile le suivi et l'évaluation des actions. Donc, on propose peut-être de pérenniser le statut de ces aires protégées pour pouvoir mieux évaluer qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur la santé, l'équité et la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour conclure, peut-être à retenir, les notes de politique, on pense que ça constitue une bonne porte d'entrée, un bon outil en vérité pour informer rapidement des décideurs et sur les options qui s'offrent à eux, là, disons, pour agir sur l'enjeu en question. Puis que même si le fait des notes de politique est quand même un produit un petit peu plus exécutif, un petit peu plus court, ça n'empêche pas d'avoir un processus participatif d'élaboration en amont pour essayer de répondre davantage à des besoins concrets puis présenter des solutions réalistes. Puis même si ce sont des documents qui se destinent davantage aux décisionnaires, on pense que ça peut quand même être utile à d'autres personnes, donc par exemple des professionnels, peut-être même à certains d'entre vous. Surtout si vous avez peut-être moins de connaissances sur un des pans, disons, de la note, par exemple, peut-être avoir certaines connaissances sur les changements climatiques, peut-être moins sur les interactions avec l'équité là, et la santé, par exemple. C'est ce qui fait le tour un peu de notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense qu'on a un peu moins d'une dizaine de minutes pour y répondre. Sinon, on serait intéressé également de savoir peut-être de votre côté si ce sont des outils qui pourraient être d'intérêt, là, disons peut-être pour vos travaux. Puis peut-être vous avez des sujets qui pourraient être d'intérêt également, là, qui seraient à l'intersection de la santé, de l'équité, changement climatique. Puis vous pouvez également les afficher. Ça pourrait peut-être nous inspirer là, pour les prochaines notes là, qui sont à venir. Donc, peut-être, Caroline, je Merci. te laisserai aller pour la ronde de questions. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à vous deux, à Marie-Hélène et David. Là, la présentation, elle montre quand même bien un peu l'ampleur du travail qui est requis là, pour passer de la recherche à quelque chose qui peut être communiqué et utilisé dans des contextes de développement de politique. Donc, bravo pour le travail. Je vais pour les questions, j'encourage tout le monde là, qui est en ligne à transmettre vos questions dans le chat ou lever votre main. Je vais peut-être commencer dans la salle pour vérifier s'il y a des questions dans la salle. Et s'il n'y en a pas, a priori, Anne, vas-y. Je vous remercie et bravo pour le travail. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous prévoyez de faire un suivi des retombées, c'est-à-dire est-ce que ça a été utile, est-ce qu'entre chaque note, pour regarder comment ça a été utilisé, est-ce que c'est prévu dans le temps, ça? Ben, on a quelques démarches là, qu'on mène à ce sujet. Évidemment, le plus facile, c'est de compter les clics sur le site Internet, voir combien de fois chaque note a été lue, la page a été vue, etc. On a aussi, dans le contexte plus largement du travail sur les changements climatiques qui se font à l'Institut, là, un sondage annuel auprès de différentes personnes qui sont amenées à consulter nos produits pour voir comment ça a été reçu et l'utilité qu'ils en ont trouvé. C'est dans cette perspective-là aussi qu'on mène les différentes activités de valorisation, là, de mobilisation autour des notes pour justement s'assurer que, comme David le disait, là, ça ne reste pas lettre morte. Puis dans le cadre de ces événements-là ou de ces rencontres, ça nous permet de prendre le pouls sur l'utilité réelle des papiers pour les personnes avec qui on discute là, dans le cadre des différentes activités de mobilisation. Ceci dit, euh, on sait, dans une perspective de santé publique, que ben, notre principale mission, c'est de semer des graines, hein? Mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va récolter.
Donc, évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile de prendre le pouls sur comment ça a été reçu, par exemple, à l'échelle gouvernementale, ou est-ce que... Mais on ne perd pas espoir et on y croit qu'un jour, notre contenu fera l'objet de politique. Mais pas dans une perspective de 6 mois. Tu sais, faut donner le temps au temps, là. Par contre, à la veille des élections, on se dit que elle pourrait avoir une utilité qui serait moins elle pourrait susciter un intérêt plus important dans le cadre de préparation des plateformes des partis, par exemple. David, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, tu ben, peut-être un point, on s'assure quand même de constituer notre public cible en amont. Donc, tu sais, genre, on a déjà un premier son de cloche, donc ça nous donne une indication de si on va dans la bonne direction. On a un comité directeur aussi, qui est composé quand même de plusieurs décisionnaires, puis on a des rétroactions. Tu sais, on a des rencontres, on a 2 rencontres annuelles qui peuvent nous dire, ben, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez eu des retours également de votre côté? Donc, c'est une autre caisse de résonance également aussi pour nous indiquer si notre produit disons, une probabilité là, disons, d'être utilisé. Là. Il y avait une question en ligne là, de la part de Céline qui allait un peu dans le même sens là, pour savoir, sans nécessairement vérifier l'effet concret de l'utilisation pour développer des politiques, mais jusqu'à maintenant dans vos activités de valorisation, comment est-ce que ça a été reçu en fait? Est-ce que les gens semblent apprécier, ils apprennent des choses nouvelles, des liens nouveaux? Avez-vous un retour juste par rapport aux activités de valorisation que vous faites? David, veux-tu commencer? Oui, peut-être les premiers retours, peut-être c'est probablement la question qu'on reçoit le plus souvent, là, qu'est-ce que ça fait les, les nobles politiques, puis si ça a un impact. Nous disons, les premiers retours, c'est que parfois, tu sais, il y a toujours un compromis. Tu sais, on veut quelque chose de court, mais tu vois quand même assez complet. Donc, c'est pour ça, par exemple, pour la note 4, on avait essayé un autre format, d'avoir un format, oui, tu sais, un peu plus général, mais d'avoir des fiches d'intervention si les gens veulent aller plus loin, d'avoir peut-être une approche un petit peu plus de constellation, je peux dire, là, donc, ou en différents blocs, là. Donc, c'est peut-être les premiers commentaires là, qu'on avait. Sur parfois, ça, il y a toujours du contenu que les gens connaissent déjà, mais pas ça, il y a toujours la question si on a quand même y revenir, si on a quand même de rappeler. Euh, donc, il y a cette questionnement-là, parfois, on a aussi avec le public cible. C'est sûr que parfois, il y a certaines solutions, tu sais, on va nécessairement aller en détail dans un format comme ça. Donc, pour aussi d'inviter un peu le public, c'est peut-être aller plus loin. Donc, par exemple, en donnant nos coordonnées ou peut-être certains projets qui sont déjà en cours, desquels ils peuvent se coller. Donc, c'est une autre stratégie qui peut être utilisée. Donc, c'est un peu les premières requêtes. Donc, on est vraiment au début. On a publié nos premières notes en décembre passé. Donc, on va avoir notre quatrième en juin. Donc, dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on va faire là, davantage, là, d'essayer de savoir quels ont été les effets. Là. Pour le moment, on est plus dans la phase, disons, de diffuser, de s'assurer que ça atteigne quand même un certain public. Puis après ça, on pourra évaluer un petit peu plus tard, peut-être l'effet là, un petit peu plus large. Marianne, quelque chose à rajouter? Non, ben de donner le temps au temps, un peu comme David le disait. Après, en général, dans les événements, la réception est plutôt bonne, mais on nous dit que c'est un travail intéressant, que ça peut être utile. Est-ce que on doit composer avec un billet de gentillesse des gens à qui on s'adresse? C'est pas non plus impossible. Maintenant qu'on vous les a présentés, on attendra vos retours pour avoir un regard juste et sur ces produits-là. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Parfait. Puis je vais peut-être prendre une dernière question là, qui est venue dans le chat. Là, au début de la présentation, vous avez nommé comme un des freins à l'action climatique la prise en compte de la science. Donc, question qui vient de Diane Chaumont. Est-ce que vous pourriez juste donner quelques exemples ou détails là, à ce sujet-là? C'est-à-dire, est-ce que est-ce qu'on parle d'un domaine scientifique en particulier? Est-ce que c'est lié à un manque de connaissances scientifiques ou plutôt le manque de, de, enfin de diffusion ou quelque chose qui est plus de l'ordre
l'état des connaissances des gens plus que l'état des connaissances de la science? Ben, il y a le manque de connaissances sur l'état de la science, mais il y a aussi que la science n'est qu'un intrant dans l'élaboration des politiques. On le sait, il y a les pressions sociales, il y a le contexte économique, il y a les ressources disponibles, il y a le donc ben à l'Institut à Ouranos, vous êtes très au fait, j'imagine, de ce positionnement de la science dans l'écosystème de la prise de décision. Donc, c'était plus à ce niveau-là, c'était de dire est-ce quel compromis on est prêt à faire? Puis, en termes de freins, les gens évoquaient beaucoup de compromis et pas assez de prise en compte de la science. Puis, en termes de levier, c'était de dire, ben, quand on tient compte de la science, on arrive avec des meilleures politiques qui, en matière d'action climatique, qui peuvent intégrer la santé et l'équité, là. David, tu veux peut-être ajouter là-dessus? Oui, disons, c'est un frein qui a surtout été nommé par des acteurs en dehors des ministères et organismes. Donc, c'est un peu d'un point de vue externe, bien sûr, il y a une perception que la science n'est pas assez prise, mais d'un point de vue interne, ben, comme disait Marilyn, il y a une diversité d'intrants, disons, à intégrer, là, disons, leur perspective. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment pas vraiment de la science par rapport à un domaine spécifique, pas nécessairement une question de lacunes, notamment dans l'état des connaissances. Parfois, c'est comment c'est présenté aussi. Donc, tu sais, là, ça allait dans est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer dans leurs décisions? Parfois, c'est pas toujours le cas. Donc, même si les connaissances sont là, c'est pas clair nécessairement pour eux comment est-ce qu'ils peuvent agir sur ces informations-là. Donc, pour ça, dans une note de politique, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour leur dire, mais voici un peu certaines solutions qui sont adaptées un peu à leur levier, là. Parfait. Ben, merci infiniment. Merci à tout le monde dans la salle, les personnes en ligne. Merci pour les questions et surtout merci Marie-Hélène et David là, pour la présentation très claire. Ça met fin donc à ce webinaire. Pour le webinaire qui va suivre, on va fermer ce lien, puis le lien pour le prochain webinaire est dans le chat. Merci encore à vous deux. Merci.